Bon, ben, on va commencer avec tout cela. Oui, approximativement. Qui vient pour la première fois? Ben, bienvenue. Et bienvenue aux vétérans des précédentes sessions. C'est gentil de venir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thibaut Malfoy, je suis écrivain. Et j'ai lancé une formation qui s'appelle Écrire pour aider les apprentis écrivains à écrire leur premier roman. Parce que c'est pas évident, ça n'a rien de naturel. Et visiblement, il y a un tiers des Français qui veut écrire et très peu y parviennent parce que en France, il n'y a aucune formation ou très peu qui s'intéresse à ça. Donc la session d'aujourd'hui est consacrée une sorte d'aperçu assez large sur tous les aspects de l'écriture d'un premier roman. Donc ça va être un peu dense, mais je pense qu'on va réussir à couvrir pas mal de sujets intéressants. Notamment, je commencerai par une petite digression sur l'apprentissage de l'écriture, puisque en France, il y a encore ce préjugé que le talent littéraire est quelque chose d'inné et que ça ne peut pas se transmettre ou s'apprendre, et que si vous l'avez, tant mieux pour vous, et si vous ne l'avez pas, tant pis. Ce qui n'est pas entièrement ce que je crois. Moi, je pense que le talent, on est tous avec de l'imagination, une sensibilité, une intelligence, et c'est en la cultivant qu'on réussit à obtenir quelque chose de soi, et c'est par le courage et l'exercice de notre sensibilité, de notre intelligence, qu'on arrive à faire quelque chose. C'est pas en attendant que la muse nous parle que ça changera quoi que ce soit. Ça, c'est mon avertissement que je donne toujours. Il y a pas de règle, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de checklist à cocher avant ou pendant l'écriture d'un roman. C'est justement la seule règle qui puisse exister en littérature, c'est la transgression des règles, puisque les règles, en fait, ce ne sont que des habitudes, des préjugés. Et c'est ça qui est bien dans un bon livre, c'est qu'il ne se contente pas de refaire ce qui a été déjà fait, mais de penser au-delà et de voir si on ne pourrait pas faire les choses autrement, parce que tout a déjà été dit. Depuis 5000 ans d'humanité, tout a déjà été dit. Et la seule manière, notre seule pertinence en tant qu'écrivain, c'est de le dire autrement, d'une manière originale, enfin originale, entre guillemets, mais essayer de nouvelles formes. Mais avant d'enfreindre les règles, faut mieux les connaître, savoir ce qu'on peut faire avec la littérature, ce qu'on ne peut pas faire, et notamment avec le roman. Euh, Notamment, j'aime bien commencer par cette simple question, pourquoi écrire? Alors pour moi, c'est un mélange d'une chose très désintéressée, qui est l'expression d'émotions esthétiques, que seule la littérature peut transmettre au lecteur, et quelque chose de beaucoup plus égoïste, qui est en quelque sorte de lutter contre l'oubli et contre notre sentiment de notre finitude. C'est essayer dans 300 ans de continuer d'être lu, comme tous mégalomanes qui se respectent ambitionnent. Mais c'est important d'avoir cette ambition, parce que bien sûr qu'il y a très peu de... Statistiquement, il y a assez peu de chances que vous soyez lu dans 300 ans, mais en essayant cette ambition, peut-être que dans 100 ans, vous serez toujours lu. C'est plutôt comme ça en tout cas, moi je le vois. Et là, pour moi, la grande question, c'est quand se lancer, comment, sur quelle idée. Alors, moi, j'ai passé peut-être 10 ans à me dire, ah, ce serait bien qu'un jour j'écrive toutes ces idées qui me passent par la tête. Et je le faisais jamais parce que je me donnais plein de prétextes. Je suis pas prêt, je suis pas mature, je suis pas assez mature, j'ai pas assez lu, je j'ai pas assez d'expérience, etc., etc. Donc forcément, au final, vous faites rien de votre vie. Et, arrivé dans une école d'ingénieur qui ne me plaisait pas du tout, je me suis dit, quand même, cette passion, je pourrais peut-être en faire quelque chose et essayer de la transformer en création. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment fait l'effort de, d'écrire. Comme quoi, même des études qui ne vous conviennent pas
ont un intérêt. Maurice Blanchot, dans un essai sur Kafka, dit une chose très vraie, c'est qu'il n'y a pas de circonstances favorables. Il disait ça dans un passage où, sur Kafka, qui disait oui, mais là, si la semaine prochaine j'aurai moins de travail, donc j'aurai plus de temps pour écrire, etc. Sauf que à ce moment-là, il y a autre chose qui se produit et il y a toujours des difficultés à trouver le temps, l'énergie, la concentration pour écrire. Si vous attendez le moment propice, les vacances, le week-end, vos amis ne sont pas là et vous pouvez écrire tranquillement, ça a très peu de chances d'arriver parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre à faire. La littérature, enfin l'écriture, c'est choisir la littérature avant une certaine vie sociale. Et alors je ne vous dis pas de vivre comme un moine et de vous isoler chez les trappistes pour écrire votre roman, mais il faut un moment dire ce créneau horaire, je le conserve pour moi et pour l'écriture de mon roman. Sinon, vous pouvez passer comme ça des mois et des mois sans écrire parce que vous avez le travail qui vous prend, les amis, la famille, je ne sais pas quoi. Et c'est bien d'avoir cette rigueur un peu monacale de vous fixer comme ça une fréquence de travail, une fréquence d'écriture, qui sera d'autant plus favorable à la continuation que plus vous attendez avant de replonger dans votre manuscrit, et plus c'est dur d'y replonger, et puis il faut reconnecter avec vos personnages. C'est un peu comme un acteur, un écrivain. Le personnage doit devenir une seconde nature pour l'écrivain. Et si vous attendez 1 mois, 2 mois avant de vous remettre dedans, vous avez oublié ses tics, ses réflexes, sa manière de penser, sa manière de parler. Et rien que le fait de vous remettre dedans, c'est déjà une demi-journée de travail, quoi. Donc, et une autre citation de Blanchot: si vous ne rencontrez pas d'obstacles, c'est que vous n'avez pas commencé. Si à un moment il n'y a pas une difficulté qui arrive dans l'écriture, c'est que vous n'êtes pas assez loin dans la réflexion, dans l'approfondissement de vos personnages, de votre histoire. Et un écrivain, c'est pas un graphomane. Graphomane, c'est... je vais arrêter mes pics sur les écrivains que j'aime pas, mais un écrivain, c'est quelqu'un qui lutte contre le langage. La langue de l'écriture, c'est pas la langue commune, quotidienne, qui est faite de clichés, qui sont pratiques parce que c'est rapide, mais qui n'ont rien de littéraire. Un écrivain, c'est quelqu'un qui trouve sa voix au sens de langue, et qui fait en sorte qu'elle soit compréhensible par tous, mais singulière et propre à lui. Ce qui est un défi qui n'est pas facile forcément à relever, mais qu'il faut néanmoins relever. Et une grande référence culturelle. En gros, écrivez ou n'écrivez pas, mais n'essayez pas d'essayer. Il y a énormément d'ateliers d'écriture qui vous proposent des exercices très cadrés. Alors aujourd'hui, nous allons travailler le dialogue. Aujourd'hui, nous allons travailler, je ne sais pas moi, les scènes de rencontre dans un bar, j'en sais rien. Mais si ça ne vous parle pas, c'est pas comme ça que vous allez progresser. À un moment, il faut se lancer à l'eau et il faut écrire le chef-d'œuvre que vous ambitionnez d'écrire depuis le début et que vous n'osez pas. Et il faut oser. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il faut pas avoir peur à sauter le pas et à ambitionner très tôt quelque chose de grand. Il faut commencer petit, vous n'allez pas écrire 1000 pages en une journée. Il faut commencer par une description, un chapitre, une scène, et ensuite ça va croître de manière plus ou moins organique, plus ou moins facile selon vos facilités d'écriture. Mais voilà, j'ai l'impression, de par les rencontres que je fais dans le cadre de ma formation, qu'il y a énormément de gens en fait, qui se contentent de petites bribes d'expression personnelles qui ressortent plus ou moins de la prose poétique, d'éclats de texte qui ne font pas un tout, qui ne forment pas un roman qui est une histoire qui a un début, un milieu, une fin, comme on le sait depuis Aristote, et qui a une structure et qui
qui veut dire quelque chose, qui a un sens profond. Il faut, dès le départ, ambitionner ce genre de travail et ne pas se limiter aux petits poèmes écrits sur un bout de cahier d'écolier. Après, ça fait des Rimbaud, hein, c'est pas le problème, mais voilà, on n'a jamais assez d'ambition quand on se met à écrire. Alors, bien sûr, se dire, bon, je vais être le nouveau Proust, ce qui est absurde parce qu'il n'y en a pas besoin d'un second, ça peut inhiber et je le conçois parfaitement, mais c'est énormément de stimulation parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est des modèles comme ça qu'on peut se donner, alors Proust, Fitzgerald, Kafka, je ne sais pas, qui vous voulez. Et ce que j'aurais dû dire plus tôt, c'est qu'on est écrivain avant tout parce qu'on a commencé en tant que lecteur. L'écriture n'est que le prolongement d'une lecture approfondie, et les bons écrivains sont des bons lecteurs. Voilà. Le bon lecteur ne devient pas forcément un bon écrivain, mais c'est quand même une qualité nécessaire. Et c'est justement en découvrant des émotions que seuls les livres pouvaient vous apporter, que vous avez eu envie vous-même d'en créer de nouvelles pour retrouver ce plaisir et faire partie un peu de cette féerie qu'est la littérature. C'est une tautologie très facile, mais c'est comme le loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et si justement vous ne tentez pas votre chance, vous n'arriverez jamais à écrire, à finir, déjà finir le premier jet de votre manuscrit, et ensuite toutes les étapes intermédiaires pour le peaufiner, le polir et en faire un roman publiable. Qui a déjà un manuscrit à peu près lisible dans la salle? Rien, j'aimerais bien le lire, si c'est possible. Si tu veux. Quand il sera présentable, très bien. Et ensuite, la question que vous devez vous poser, c'est quel écrivain êtes-vous? Quel écrivain voulez-vous devenir? C'est beaucoup de projections qui nous motivent à essayer de transformer une passion comme ça en création. Et c'est ça qui vous donnera le courage à approfondir et à travailler sans relâche jusqu'à ce que votre manuscrit soit lisible et soit digne d'être lu. L'écriture, c'est 80% de savoir-être et 20% de savoir-faire. C'est un jugement comme ça à la louche. Mais il n'y a pas de technique spécifique au roman qu'il faut maîtriser de A à Z à 100%. Et ensuite seulement vous pouvez vous dire, bon, ben, qu'est-ce que je veux écrire, qu'est-ce que je veux exprimer. C'est un tout. La forme et le fond ne sont pas dissociables. Et la part à proprement parler technique de l'écriture, c'est savoir éviter un cliché, avoir une certaine oreille pour le rythme des phrases et la musicalité de la phrase, plus des petits trucs de composition pour que la structure de votre histoire tienne un peu la route. Mais à part ça, une fois dit ça, vous êtes tout aussi peu avancé dans votre démarche d'écriture, parce que l'essentiel est immatériel en fait. C'est beaucoup de sensibilité, d'intelligence qu'il faut mettre à jour. C'est pas quelque chose qu'on a d'un coup tout de suite, mais ça se travaille. Et pour le travailler, il faut du courage. Donc voilà. C'est comme en danse, les meilleurs danseurs sont pas ceux qui répètent la technique au placement de pied près, mais qui, à force d'avoir tellement assimilé la technique, en arrivent à l'oublier, ça devient une seconde nature, et à partir de ce moment-là, l'art peut vraiment exister, et ils peuvent épanouir une personnalité qui leur est propre, et vraiment devenir de bons danseurs. Ben, un écrivain, c'est pareil. Les 3 qualités d'un écrivain, c'est dans l'ordre, sensibilité, intelligence, courage. C'est Proust qui disait qu'il croyait de moins en moins à l'intelligence comme qualité d'écriture.
Et il dit ça je crois dans la préface de Contre Sainte-Beuve, puisque la grande démarche proustienne, c'est justement d'avoir accès à une mémoire involontaire, qui n'est pas la mémoire volontaire laborieuse, pour essayer de comprendre, de se souvenir, ben voilà, à telle époque, dans tel bout de campagne française, j'ai rencontré telle personne, qu'est-ce que ça m'a fait ressentir, etc. Ça, c'est la mémoire volontaire qui ne fait pas remonter à la surface beaucoup d'affect. C'est quelque chose de trop rationnel pour ça. Et lui, ce qu'il cherche, c'est vraiment de faire travailler, de profiter de cette mémoire involontaire qu'il a plus ou moins découvert en écrivant la recherche du temps perdu. Et ça demande de la sensibilité, ça demande de travailler des choses qu'on peut appeler introspection, contemplation, ou quelque chose comme ça. C'est de la même manière. Vous avez vu Ratatouille? Voilà, c'est moins profond, mais c'est plus connu, donc ça a le mérite de parler à tout le monde. Et la fin de Ratatouille, quand l'odieux critique mange sa ratatouille et se souvient de je ne sais plus quoi, de son enfance, et ben ça, c'est la mémoire involontaire, c'est vraiment quasiment un copier-coller du passage de la Madeleine dans Proust. Et donc, comme quoi, les dessins animés ont une grande vertu pédagogique. Et c'est ce genre d'affect qu'il faut traquer dans votre vie sensible. Et ces petits détails, ces petits points très durs de votre personnalité qui remontent tout d'un coup à la surface, qu'il faut traquer, et une fois que vous les avez découverts, surtout les garder, et c'est ça qui va faire vraiment le cœur sensible de votre travail d'écrivain. Et ensuite, l'intelligence permet, une fois ces différents points sensibles émergés, il permet de créer une cohérence, de créer du sens à partir de ça, et de dire, bon ben voilà, là je me suis rendu compte que depuis l'enfant, je sais pas, j'ai un complexe oedipien, je sais pas quoi, parce que là le simple fait de dire ça, c'est déjà un travail intellectuel, mais par exemple, vous vous rendez compte que vous supportez pas votre père, il y a un élément déclencheur qui va vous qui va produire une révélation. Et à partir de ce moment-là, l'intelligence rentre en place pour essayer de comprendre d'où ça vient, les causes, les effets, et d'extrapoler à partir des quelques points découverts pour produire du sens, qui va donner l'histoire que vous voulez raconter. Alors là, je donne l'impression que tout roman est une sorte de retravail d'un matériau intime et personnel. C'est pas forcément le cas. Zola et Balzac produisent des romans qui sont de pure fiction, même si, vu à travers le prisme de leur sensibilité, c'est signé Balzac ou Zola. Mais ils ne sont pas comme Stendhal qui vraiment travaille son matériel intime pour en faire une fiction. Ou Proust, par exemple. J'avais dû... Voilà. C'est un peu les points rouges, c'est ce que trouve votre sensibilité, et la grille comme ça de relation entre ces points rouges, c'est le travail de l'intelligence. Et c'est vraiment le processus, en tout cas tel que je le perçois quand j'écris, c'est quand vous écrivez, vous ne levez pas le matin en disant « moi je vais écrire un grand roman sur la crise financière de 2008, il y aura un trader, une pute et un journaliste véreux comme protagoniste de cette histoire, ça va commencer comme ça ». Personne ne travaille comme ça. C'est en tout cas pas... Peut-être les scénaristes hollywoodiens de mauvais calibre, mais un écrivain, ça procède par association d'idées, d'émotions, de sensations. Et à partir de ce matériel sensible récolté, il va essayer de produire quelque chose d'intelligible, qui a du sens, en
essayant de recroiser ces différentes trouvailles. Et où est-ce que j'ai mis mon téléphone, et créer un chef-d'œuvre. Voilà. Donc les aptitudes pour moi qu'il faut développer pour devenir un écrivain, j'en ai un peu parlé précédemment, c'est d'une part tout ce qui est de l'ordre du sensible, donc ce qu'on peut appeler un peu rapidement introspection, contemplation, empathie. Parce que si vous n'aimez pas vos personnages, ou en tout cas si vous les respectez pas assez et que ça en devient des marionnettes, votre roman aura de fortes chances d'être raté. Et beaucoup de logique. Ça, c'est la part de l'intelligence. C'est au début, quand on se cherche et qu'on ne sait pas trop, à partir de quelques flashs de sensibilité qu'on a eu, quoi construire à partir de ça. La logique vous aidera énormément à structurer votre histoire, vos personnages. Et moi, dans mes étudiants, mes apprentis écrivains que je coach, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que moi, ça m'est pas très compliqué, j'aime assez ça. C'est plus simple de réfléchir sur la logique des personnages que de corriger après coup 500 pages d'histoire qui ne tient pas, de personnages incohérents, de choses comme ça. Et c'est assez simple, voilà, vous me dites que votre personnage il a tel comportement, mais je me rends compte que par rapport au paragraphe précédent, ça rentre en conflit avec ce qui a été dit parce que il avait tel trait de caractère ou de personnalité, et à aucun moment quelqu'un de ce caractère-là ne pourrait imaginer dire ça, réagir comme ça. Voilà. C'est ce genre de gymnastique cérébrale qu'il faut s'entraîner à faire. Mais c'est bien que l'intelligence arrive après la sensibilité. Moi, j'ai parfois tendance à la faire passer en premier. Et alors, j'imagine des histoires très intéressantes, très dramatiques, très narratives. Et dès que je commence à m'y intéresser de plus près, je me rends compte que ça ne me parle pas du tout. Parce que justement, ça ne vient pas de quelque chose d'assez profond pour justement me donner le courage d'aller plus loin, de travailler. Et c'est une sorte de jeu mathématique qui est bien parce que ça vous entraîne à avoir ce genre de réflexe cérébral. Mais il faut utiliser ce réflexe à bon escient et sur le bon matériau. Ah oui, en bonus, je précise être à l'aise dans l'inconfort. J'entends par là que écrire, c'est quand même quelque chose de longue haleine et qui fait remonter à la surface des affects qui ne sont pas forcément aisés à manipuler ou à reconnaître ou à admettre. Et si vous n'aimez pas vivre dans le doute, le questionnement perpétuel, peut-être que c'est pas fait pour vous, peut-être que c'est pas fait pour vous à l'heure actuelle, voilà. Mais c'est bien si vous êtes du genre Hamlet à tout remettre en question, c'est plutôt une qualité. C'est plutôt un défaut dans la vie active qu'on vous demande d'être productif et de ne pas réfléchir ou pas trop et d'exécuter pour le bien de notre société, soi-disant. Dans tout ce qui est art et littérature, c'est plutôt une qualité. La deuxième question, après, quand je me lance, si je me lance pas, c'est sur quoi écrire. Parce que je rencontre quelques personnes qui savent vouloir écrire et devenir écrivain, mais qui ne savent pas du tout ce sur quoi écrire et quel va être le matériau qui va servir de vecteur à l'expression de leur velléité de devenir écrivain. Quand je disais que ça sert à rien d'attendre l'inspiration, c'est que je conçois que les muses sont mortes depuis la fin du romantisme et croire aux muses, c'est croire à l'inspiration divine qui vous tombe sur la tête et qui vous dit tiens,
tout d'un coup, j'ai envie d'écrire sur ça. Dans les faits, c'est assez rarement le cas. Ou alors, si vous le croyez, c'est que vous voulez bien le croire, mais en fait, c'est beaucoup plus simple de comprendre ce qui vous tient à cœur que d'attendre que tout d'un coup l'illumination vous tombe sur le nez. C'est pour ça que je dis que les muses sont mortes. Donc moi, le premier conseil que je donne, c'est écrivez sur ce qui vous tient à cœur. D'habitude, on a plutôt tendance à dire à quelqu'un qui débute, écrivez sur ce que vous connaissez. Ça vous évite les phases de documentation si vous vous intéressez à quelque chose que vous connaissez mal. Mais moi, si je devais écrire sur ce que je connaissais quand j'ai commencé à écrire, j'aurais écrit un roman sur une école d'ingénieur géologue. Ce qui ne me passionnait pas du tout. Et je pense que j'ai bien fait de ne pas écrire là-dessus parce que c'est pas hyper intéressant. Mais bon, bien sûr, je suis partial. Et donc c'est pour ça qu'il faut mieux écrire sur ce qui vous tient à cœur, parce que là, c'est ça qui vous donne le courage et la motivation qui vous prend au trip pour justement vous donner l'élan nécessaire pour arriver à la dernière page de votre manuscrit. Le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément à 20, 25 ans, quand on commence à vouloir écrire, on ne sait pas forcément ce qui est fait pour soi, ce qui nous tient à cœur, et on se cherche encore. C'est pour ça qu'il y a plein de manuscrits de premiers romans pas finis, parce que justement on commence et on s'aperçoit que c'était pas ça, et que c'est trop tard pour infléchir le cours de l'histoire, et il faut mieux recommencer autre chose de zéro, avec cette connaissance sur soi qu'on a acquise. Hein. Aucun travail n'est tout à fait perdu et inutile. Même si vous apercevez que votre premier projet, c'était pas ça que vous voulez, vous avez déjà découvert ça, c'est pas mal. L'écriture, c'est beaucoup d'impasses et il faut trouver le bon chemin qui vous mène à la fin du livre. Et c'est en une succession de tentatives et d'échecs, de tentatives infructueuses, jusqu'à ce que vous trouviez la bonne solution. Et c'est pour ça que c'est bien de commencer le plus tôt possible à vraiment vous focaliser sur ce qui vous tient à cœur et à faire un peu d'introspection pour pas perdre plus de temps que nécessaire. Et rassurez-vous, il n'y a aucun sujet tout à fait inintéressant. Même l'école d'ingénieur géologue pourrait fournir matière à chef-d'œuvre s'il y a quelqu'un qui aime suffisamment ça pour le traiter dignement, avec respect et empathie. Moi, ce n'était pas mon cas, donc j'ai bien fait de ne pas prendre ce type de sujet. Alors, il n'y a pas que le matériau intime dans l'équation, il y a énormément de sources de matériaux à retravailler. J'ai fait un diagramme très mathématique et géométrique. En gros, je divise l'espace littéraire sur l'axe horizontal entre le moi et l'autre, et sur l'axe vertical entre la réalité et la fiction. Et la fiction qui n'est qu'une autre forme de réalité. Et si vous c'est plutôt la réalité et quelque chose d'assez égotiste, sans aucun jugement de ma part, hein, ça fait très bon écrivain, vous allez plutôt aller vers du Casanova ou du Rousseau qui ne parlent que d'eux-mêmes et qui sont très contents comme ça et qui font de bons livres, si tant est qu'on puisse aimer Rousseau. Si vous êtes à l'inverse, tout pour la fiction et tourné vers l'autre, ben vous êtes des Balzac, des Zola. Et Stendhal, c'est celui qui réussit l'équilibre entre quelque chose de très personnel et de totalement fictif. C'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il arrive à créer un monde totalement nouveau à partir d'affects très personnels. Et pour moi, c'est ça qui fait le charme de grands écrivains. C'est non seulement c'est beau formellement,
mais c'est très personnel. C'est comme un poème d'Apollinaire, par exemple. C'est très simple, c'est formellement parfait, et c'est d'un charme fou parce que justement c'est très personnel. Et si vous êtes 100% dans la réalité, 100% tourné vers l'autre, vers l'extérieur, vous êtes dans la biographie, dans l'essai ou la critique, comme l'essai qu'a consacré à Baudelaire Sartre, qui est très bien. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre partout. Après, il faut juste savoir ce qui est fait pour vous. Et c'est en essayant que vous saurez. En essayant, en ayant un peu d'expérience de soi-même, on arrive à comprendre ce qui nous attire. Avant tout, c'est bien de commencer par avoir un cap assez clair de ce que vous voulez écrire. Et c'est pour ça que c'est bien d'assez rapidement définir l'argument de votre roman. En une phrase, dire de quoi il retourne, quel est l'enjeu de votre histoire. Par exemple, si je vous dis un millionnaire au passé trouble cherche à renouer avec un amour de jeunesse, vous pensez à quoi? Un millionnaire au passé trouble cherche à renouer avec un amour de jeunesse. Ça peut s'appliquer à plein de choses. Ce n'est pas le loup de Wall Street. C'est Gatsby le Magnifique. Et il y a plein de manières. Bon, le film est raté, mais ça fait un visuel stimulant, même si un peu coupé. Il y a plein de manières de raconter Gatsby, mais si on simplifie, on arrive à descendre au cœur profond de l'histoire, c'est ça. C'est un type qui s'est pas remis d'un amour de jeunesse, qui l'a perdu et qui fait tout pour le récupérer en balançant des feux d'artifice, des dollars, des fêtes, et sans se rendre compte que le temps a passé et que la jeune fille l'a oublié et qu'elle préfère l'argent des bourgeois traditionnels de la côte est américaine à ces effets de manchette de nouveaux riches. Et il y a plein de manières de raconter l'histoire. On peut voir ça comme une critique de voilà, la société, de la haute bourgeoisie de la côte est américaine, un portrait de la corruption et du milieu mafieux à New York, l'ascension et la chute d'un nouveau riche, mais ça c'est des épiphénomènes. Le cœur véritable de l'histoire, c'est une histoire d'amour en fait. Et le fait qu'ils confondent preuve d'amour et preuve de richesse. Un autre exemple, si je vous dis un jeune prince hésite à venger le meurtre de son père, vous pensez à quoi? C'est presque le Royaume, mais c'est pas ça. Oui, c'est Shakespeare. C'est Hamlet en fait. Hamlet, il y a plein de manières de le voir, mais c'est le portrait d'un Vélitaire qui, après la révélation que son père, le roi, a été assassiné par son oncle et par une conspiration impliquant et sa mère et son oncle, que doit-il faire? Est-ce qu'il doit condescendre à utiliser les mêmes moyens que ses ennemis, à savoir le meurtre, pour faire justice à son père? Ou est-ce qu'il doit rester dans sa posture idéale de sensibilité littéraire qui consiste à ne pas utiliser les mêmes moyens que les brutes et à rester dans le doute, dans la non-action. Et c'est ça, c'est pas tant une histoire de vengeance qu'une histoire de réflexion sur la vengeance et qu'un doute perpétuel sur cette vengeance. Et si vous avez cette précision dans le regard que vous portez sur votre roman, sur votre projet, ça vous simplifie énormément la vie. Alors, je ne vous dis pas que l'argument de votre histoire est défini
au jour 1 de votre projet que vous ne pouvez plus le modifier ensuite. C'est quelque chose qui se vérifie par ce que vous écrivez, qui est soit prouvé, soit infirmé comme une hypothèse. Et si vous vous rendez compte que vous n'avez pas pensé à tout et que en travaillant, en écrivant votre personnage, vous vous rendez compte que le véritable intérêt de votre personnage, c'est pas ça, mais c'est autre chose, et il faut repartir du début, changer l'argument de votre histoire et voir ce que ça implique, concrètement dans la succession de scènes qui va permettre la résolution de l'argument. Si ça vous intéresse, consultez la liste des best-sellers du New York Times. Donc c'est par exemple, vous tapez dans Google best-seller New York Times 2015, ils vous proposeront ça. Vous avez toute une liste de romans décrits par une phrase. Et donc c'est un jeune psychiatre new-yorkais tombe amoureux de sa patiente et que doit-il faire? Voilà, des choses comme ça. Ça vous donne, c'est pas forcément des bons livres, mais ça vous donne une sorte de mécanisme de réflexe qu'il est bien de travailler pour justement avoir ce cap assez clair pour la suite. Si je devais décrire ce qu'est un roman, je dirais que c'est comme le récit, c'est un récit de Kafka qui s'appelle Description d'un combat, c'est un de ses premiers récits. Et c'est ça, c'est un conflit et la résolution d'un conflit. Et s'il n'y a pas de conflit, c'est pas impossible de faire de la bonne littérature, mais c'est beaucoup plus compliqué. Faut s'appeler Beckett et c'est pas donné à tout le monde. Et c'est dans la dynamique que va apporter le déséquilibre du conflit que toute l'histoire va se mettre en place pour essayer de retrouver l'équilibre qui a été perturbé par... je ne vais pas vous faire de la théorie narrative à dessous, mais en gros, il y a une situation initiale, une sorte d'élément perturbateur qui apporte un élément de conflit, et le protagoniste de votre histoire devra ou non résoudre le conflit, gagner ou périr, etc., etc. C'est pour ça que c'est très dur de faire de la bonne littérature avec de bons sentiments. C'est quelque chose que disait Gide ou Gourmont. Gourmont qui disait qu'on n'a pas besoin de bons sentiments, on a besoin de bons vers. Et c'est tout à fait vrai. Mettons une histoire d'amour, un joli type tombe amoureux d'une jolie fille, tout va bien, il s'adore, il ne se trouve aucun défaut. La séduction, il n'y a eu aucun problème, un coup de foudre, c'était évident, mais il ne se passe rien en fait. C'est mignon, c'est gentil, mais il ne se passe absolument rien. Et s'il n'y a pas ce petit problème, ce petit truc qui crée le conflit, comment voulez-vous créer une histoire à partir de rien en fait? Et c'est pour ça que le côté tout va bien, tout est beau, tout le monde est gentil, si vous essayez de faire de la littérature avec ça, vous allez faire de la littérature un peu naïve, pour le dire poliment. Si je parle de conflit, c'est avant tout le conflit d'un personnage, que ce soit un conflit vis-à-vis de sa famille, de la société, ou un conflit intérieur entre lui et lui, comme Hamlet. Hamlet, le conflit n'est pas vraiment un conflit typique de vengeance entre quelqu'un qui cherche à se faire justice et ses ennemis, mais c'est un conflit intérieur entre deux postulats de vie en fait, et doit-il tuer ou pas? Enfin, il y a plein de manières de le voir et de le questionner. C'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre, c'est que c'est inépuisable. Il y a autant de lectures que de lecteurs. C'est ça qui est intéressant à obtenir dans la littérature, c'est proposer une situation, une histoire donnée, et à partir de là,
que ce soit assez bien construit pour que ce soit signifiant et cohérent, mais laisser la place au lecteur d'imaginer ce qu'il veut imaginer. Et donc, le cœur d'un roman, c'est ses personnages. Au singulier ou au pluriel, ça dépend de l'ampleur de votre histoire. Et l'histoire, c'est vraiment c'est un produit secondaire des personnages. C'est comme la sève d'un arbre, c'est une sécrétion. Et l'histoire, c'est vraiment une sécrétion d'un ou de plusieurs personnages. C'est pas tant on imagine une situation et ensuite on plaque la situation sur un personnage ou des personnages. C'est imaginer des personnages et voir ensuite la succession d'événements qui peuvent découler de leur caractère et de leur interaction. Il y a beaucoup de dans les tentatives d'enseigner l'écriture, il y a beaucoup de gens qui vous proposent des méthodes, des modèles, des théories, des choses prêtes à emploi et prêtes à penser. Et ça c'est un inconvénient, c'est que ça vous pousse à appliquer des modèles très généraux, qui sont universels mais qui sont très généraux, et ensuite seulement de créer des personnages qui les incarnent. Ce qui donne des choses assez creuses, peu senties, puisque ça vient du plus général vers le plus particulier qui est le personnage. Et c'est pour ça que c'est mieux de partir du particulier, d'une intuition sur un personnage, sur un type de caractère, et ensuite voir, si possible, comment en faire un type humain universel et intemporel, comme Hamlet. Avant Hamlet, il n'y avait pas d'archétype de personnages velléitaires tourmentés par des doutes métaphysiques existentiels. Et bien maintenant, il y a Hamlet. Et à partir de Hamlet, tous les personnages plus ou moins dans ce type de caractère, de personnalité, sont des Hamlet. Créer un archétype, c'est nommer on va dire, un trait de la condition humaine qui n'avait pas été nommé jusqu'à vous. Et c'est très dur. Il n'y a pas tous les jours quelqu'un qui invente une Madame Bovary. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'ambition d'en créer, mais il ne faut pas partir de cette ambition. Il faut partir très modestement, très simplement sur des intuitions plus ou moins logiques sur un personnage, je sais pas, une fleuriste qui en a marre de son métier, qui veut en changer mais qui ne sait pas quoi. Et ensuite, vous imaginez en quoi cette prémisse de personnage pourrait avoir un intérêt au-delà de sa simple situation historique et ponctuelle, et voir en quoi c'est un reflet déformé d'une condition humaine plus générale. Pour les motivations de vos personnages, il y a les grands classiques universels qui souvent marchent par binôme: désir, peur, plaisir, souffrance, amour, haine. Mais ensuite, on peut les combiner pour créer de nouveaux sentiments, de nouvelles motivations. Voilà, je vous donne ça à titre indicatif pour que vous mettiez ça en un coin de votre tête quand vous écrivez. Après, il y a mille manières d'analyser la motivation d'un caractère, d'un personnage, mais revenir aux atomes essentiels, c'est pas mal de temps en temps pour clarifier un peu les choses. Donc voilà, faites simple, mais pas simpliste. C'est pour ça que je précise profond. Ça sert à rien de multiplier les personnages, les rebondissements, les situations,
Madame Bovary, c'est très simple et ça crée un archétype parce que justement, il n'a pas fait simpliste. À partir d'un fait divers, il s'est demandé comment expliquer ça et par déduction, par analogie, par association d'idées, il en est venu à créer ce personnage de Madame Bovary. Et, euh, et il a creusé, c'est hyper important. On a tendance, surtout quand on commence, à avoir plein d'idées en tête, plein de personnages, plein de trucs, et on ne sait pas par où commencer, donc on se lance dans toutes les directions en même temps. Au final, on n'arrive pas loin et ça finit rarement par de bonnes choses. Donc c'est bien, autant que faire se peut, surtout si vous commencez, de vous limiter vraiment l'amplitude. Parce que c'est vraiment, c'était un de mes défauts et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à écrire ce premier roman. J'avais 1000 idées et tous les 6 mois ça changeait de direction. Parce que j'avais pas une vision claire de l'argument de mon histoire, je savais pas au début quoi écrire. Et j'avais une vague idée d'atmosphère et c'était assez nébuleux. Et c'est pour ça qu'on perd du temps. Et si vous limitez au début, quitte ensuite à agrandir par cercle concentrique, mais si vous commencez votre travail par quelque chose de précis, un type de scène, de personnage, et ensuite votre réflexion, votre intuition vous mènera dans une direction donnée, quitte à ce que ce soit une impasse et à changer ensuite. Mais c'est bien d'avoir ce point de départ avant de commencer. Donc, grande question, c'est comment écrire. J'ai envie de vous dire que ça dépend de vous. Il n'y a pas une méthode idéale. Il y en a qui disent qu'il faut commencer par la fin, d'autres qui faut commencer par le début. Moi, je commence à peu près. Je commence comme on résout un puzzle tout en dessinant les pièces du puzzle. Pour revenir à l'analogie de la grille, je punaise mentalement des morceaux. J'essaie de voir comment ils collent, s'il ne faut pas en inventer d'autres, s'il ne faut pas déformer certains morceaux pour la coller à ses voisins. Et ça, c'est un jeu à la fois de sensibilité et de logique. Voilà, c'est à vous ensuite de trouver la manière de travailler qui correspond à votre intelligence et à votre sensibilité. Je ne prétends pas imposer quoi que ce soit, sinon ce serait du charlatanisme. Mais néanmoins, il y a quand même des caractéristiques qui signent la qualité d'un roman. Si on part de l'a priori que vous écrivez une fiction, et même si c'est pas une fiction, enfin de toute façon tout fait fiction, même si vous racontez la vie de votre tante, la manière dont vous racontez la vie de votre tante, la manière dont vous voyez votre tante, votre propre vécu par rapport à elle, vos propres souvenirs, tout ça va plus ou moins orienter votre écriture et faire en sorte que votre vision à vous diffère de celle de votre frère, de votre mère, ou je ne sais pas qui. Et c'est pour ça que même une autobiographie est une fiction. Même des mémoires est une fiction. Casanova, vous lisez Casanova, c'est énormément de réaménagement plus ou moins complaisant avec la réalité. Il prévient plus ou moins en disant qu'il écrit pour se remémorer les plaisirs passés, les bons instants. Et dès qu'il en vient aux souffrances qu'il a vécues, il n'arrive pas à écrire. C'est pour ça qu'on dans ses mémoires s'arrêtent. Je ne me souviens plus, mais en gros, il manque 10 à 20 ans, les 10 à 20 dernières années de sa vie, parce que justement, les 10 dernières années de sa vie, il les a passées misérablement, avec peu d'argent, et les frasques et l'éclat de sa jeunesse étaient loin derrière lui. Et c'est pour ça que ça a motivé l'écriture de ses mémoires. Mais quand vous lisez ses mémoires dans une édition savante, avec plein de petites notes en bas de page, écrites tout petit, vous vous rendez compte que ce qu'il raconte là, en fait, son passage à Constantinople, en fait, c'est la synthèse de 2 voyages successifs. Il a fait un vrai travail de romancier pour le coup. Il a pris des morceaux, il les a déplacés pour donner de la cohérence,
donner plus d'intensité à un passage, etc., etc. Donc même un livre qui a un enjeu quand même de restitution de la réalité ou du passé, pour moi c'est de la fiction. Et donc qui dit fiction dit souci de vraisemblance et de cohérence. Vous ne pouvez pas imaginer au premier chapitre un personnage qui a tel sentiment par rapport à tel autre, et trois chapitres après, tout d'un coup, ça n'a plus rien à voir, et il n'y a aucune transition entre les deux états d'âme de ce personnage. On ne comprend absolument pas pourquoi il passe de l'amour à la haine ou vice-versa, et à aucun moment vous l'expliquez. Et ça, c'est un problème de vraisemblance et de cohérence. Et s'il y a tout doit presque être justifié. Si vous ne justifiez pas un changement, une évolution dans le personnage, ça devient incompréhensible, ou le lecteur peut mettre en doute la véracité de la fiction. C'est un peu paradoxal, mais Coleridge disait que un écrivain doit viser à suspendre provisoirement l'incrédulité de son lecteur, et ce qu'on appelle plus ou moins couramment un pacte de lecture, c'est ok, c'est une fiction, mais dans le cadre de cette fiction, je vais tout faire en sorte pour que toi lecteur, tu crois dur comme fer à ce que je suis en train de te raconter. Et si dans ce cadre-là, vous commencez à insérer des incohérences, des invraisemblances, l'illusion est rompue. Un roman, c'est un mirage. Et pour que le mirage subsiste le temps de la lecture, il faut qu'il soit cohérent. Et il y a plein de manières de rendre cohérent. C'est une attention avant tout aux détails. Je ne vous dis pas à chaque fois qu'un personnage agit de telle manière, il faut expliquer. Ça, c'est plutôt un travers de débutant. Il faut le suggérer. Il ne faut pas expliquer, il faut suggérer. Et par des détails, des choses vues, des tics, des choses comme ça. Et c'est votre intelligence de l'être humain et des relations entre les êtres humains qui vous donnera les détails à mettre en place ou pas. Et surtout ne pas surcharger le cours de votre histoire de détails qui n'apportent rien en fait. C'est pour ça que je dis que tout doit être justifié. S'il y a un personnage qui apparaît dans un chapitre, mais il a une bonne place dans le chapitre, mais partout ailleurs il n'existe pas, qu'est-ce qu'il fait là? A-t-il un rôle dans la résolution du conflit principal? Est-ce que c'est utile ou pas? Toutes ces questions, vous devez vous les poser à chaque fois. Et pour en sorte de créer une structure équilibrée, où chaque élément est en relation avec les éléments voisins et procède de l'économie générale du roman. Et la qualité d'un bon roman se transmet aussi de manière plus fine dans la réussite de la transmission des émotions que vous voulez transmettre au lecteur. Et ça, c'est un travail beaucoup plus stylistique dans la réussite ou non d'une image littéraire. Est-ce que vous faites l'effort d'inventer des images, ou est-ce que vous utilisez des clichés, par exemple? Un cliché, ça n'évoque rien, puisque c'est une image littéraire usée, et à force d'être usée, elle en a fané. Et il faut créer de nouvelles métaphores, de nouvelles comparaisons, de nouvelles manières de montrer les choses. Parce que, encore une fois, tout a été dit, il faut le dire autrement, de manière nouvelle, adaptée à la sensibilité de votre temps et la vôtre. Et voilà, donc c'est un enjeu à la fois de structure et formel. J'utilise un mot barbare qui est heuristique. En gros, quand vous écrivez, vous êtes soit perdu dans la jungle, soit dans un labyrinthe, mais quelle que soit l'image, c'est la même réalité. Vous ne savez pas vous savez pas où aller, quel chemin emprunter. Et il y a deux types d'approches.
Il y en a une qui marche et l'autre qui ne marche pas. Et à l'approche, je reste sur mon fauteuil et je regarde avec mes jumelles de très loin pour voir quel est le chemin idéal à emprunter. Et en général, vous restez sur votre fauteuil et vous ne l'empruntez pas parce que vous n'êtes jamais sûr que c'est le bon chemin à emprunter. Vous voulez avoir des preuves, avoir une image satellite, je ne sais pas, et toutes choses qu'on n'a jamais. Et la méthode heuristique qui est la bonne, c'est en gros une méthode heuristique, c'est vous éliminez au fur et à mesure, vous testez tous les chemins possibles et vous éliminez au fur et à mesure les hypothèses non viables, les alternatives non viables, et jusqu'à trouver une solution plus ou moins optimale. Et c'est ingrat, c'est long, c'est laborieux. Mais si vous avez ne serait-ce que le cap qui est l'argument de votre histoire, ça vous aide beaucoup pour justement ne pas vous perdre. Parce qu'à un moment, vous tomberez dans une impasse, il faudra rebrousser chemin, vous pourrez vous décourager, arrêter là. Mais en ayant la vision claire de ce que vous voulez écrire, vous pouvez retomber sur le bon chemin au prochain tournant. Bah j'en donne la définition, c'est une approche qui consiste à éliminer au fur et à mesure, de manière successive et un peu acharnée, les différentes pistes qui s'offrent à vous pour résoudre un problème mathématique ou pour... Oui, c'est pas moi qui l'ai inventé, oui, ça existe. Et dans un conte de Borges qui s'appelle Le Jardin au sentier Bifurque, Borges imagine en fait un livre qui au lieu de supprimer en fait, dans lequel l'écrivain, au lieu de supprimer toutes les alternatives qui ne sont pas viables ou qui ne mènent pas à grand chose, en fait, qu'il les explore toutes. Et c'est une sorte pour moi, c'est une sorte de grand jeu vidéo ce livre où c'est un peu l'effet papillon. C'est à tout moment, il y a une bifurcation possible, et au lieu d'en prendre une, lui, il prend les deux. Ou plus que deux, ça dépend. Et c'est une sorte de postulat métaphysique du livre infini. C'est très beau, mais c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Écrire, c'est choisir. C'est constamment, c'est faire des choix, c'est éliminer ce qui ne rentre pas dans votre livre. Et c'est vraiment les Américains parlent de creative writing, mais c'est plutôt de la destructive writing. La pensée analogique, c'est plus pour le style. C'est rapprocher des pendissants de la réalité pour créer de nouvelles images littéraires, créer du sens et donner à voir le monde de manière nouvelle. Ça, c'est une image que j'ai prise dans un film de Tarkovsky où on voit très longuement des algues sous la surface d'un cours d'eau osciller selon le courant. Et ça, intuitivement, vous comparez ça à la chevelure de noyer. Je crois même que c'est une image qu'on trouve dans Hamlet à propos d'Ophélie qui s'est noyée. C'est une image qu'on pourrait plus utiliser de nos jours, ce qui est, à force d'être tellement employé, devenu un cliché, mais à l'époque, c'était hyper novateur. Et c'est ce genre de choses qu'il faut essayer de travailler, de trouver, c'est comment donner à voir quelque chose. Et vous pouvez le dire très simplement, tel personnage est comme ça et pas autrement. Mais c'est le raccourci que vous employez dans une image littéraire est beaucoup plus expressif et évocateur que simplement dire telle chose et telle chose. Voilà, j'en ai déjà parlé. En écrivant, on détruit plus qu'on ne crée. Pour moi, c'est un peu comme un sculpteur. Il part d'un bloc de matière et il retire toute la matière inutile pour créer une forme. Et ça peut être dans les éléments purement narratifs, comme tel détail nécessaire à l'intrigue, mais en fait, pas vraiment nécessaire, on l'avait compris. Tel personnage qui n'apporte rien, et on peut le supprimer.
ou de manière beaucoup plus fine dans votre manière d'écrire. Vous me donnez n'importe quelle page de manuscrit qu'un éditeur reçoit par la poste, dans 99% des cas, vous pouvez supprimer 10% de la matière parce qu'il y a trop d'adjectifs, il y a trop d'adverbes. C'est pas l'emploi d'adjectifs et d'adverbes n'est pas mauvais en soi, c'est la surabondance, ça devient une facilité. Au lieu de trouver le bon verbe qui exprime ce que vous voulez exprimer, vous employez un verbe moins précis et vous lui adjoignez un adverbe, deux adverbes, un complément, et ça fait quelque chose de très lourd, de très maladroit. Alors que en fait, la qualité est évidente. Enfin, quand vous tombez juste, c'est évident. C'est comme un design réussi, un ordinateur d'Apple, une machine à laver. Si le design est réussi, c'est que vous n'avez pas besoin de mode d'emploi. C'est évident, vous savez sur quel bouton appuyer. Et ben, dans un roman, c'est pareil. Si vous dites en lisant « Ah mais c'est bien sûr », ça veut dire que l'écrivain a trouvé quelque chose d'intéressant. Et ça demande beaucoup de travail d'élagage. Tout, voilà, pour conclure, la forme est dans le fond, donc ce qui est bien dit est bien pensé, et ce qui est bien pensé est bien dit. Donc, déjà c'est une bonne approximation. On dit donc si vous relisez, vous ne comprenez pas ce que vous avez écrit, c'est que sans doute c'est mal exprimé, ou que vous avez mal conceptualisé ou mal réfléchi, ou voilà, le travail n'est pas encore fini, il y a encore quelque chose à améliorer. De toute façon, tout manuscrit est améliorable, c'est pour ça qu'il faut le publier. Sinon, il reste éternellement sur l'établi en attente d'énième correction, et ça donne le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Et c'est pas ce que je vous souhaite. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions, des contestations, des récriminations? Je suis ouvert. Je sais pas, j'ai essayé de couvrir assez large, donc peut-être que j'ai été un peu trop rapide sur certains passages, ou peut-être qu'il y a des choses qui me paraissent évidentes et pas du tout. Dans quel cas c'est ma faute. Non. Quand on veut brosser le portrait d'un personnage, ouais. Est-ce que vous suggérez d'écrire quelque chose en parallèle du roman, ou simplement avoir l'idée en tête Moi, j'ai tendance à avoir plein de petits fichiers de texte. Après, je pourrais faire une rencontre sur comment s'organiser pour s'y retrouver. Il y a différents logiciels notamment qui sont plus ou moins adaptés. Surtout, n'utilisez pas Word. Il fait tout et rien de bien. Mais il y a plein de petits logiciels pratiques. Ça dépend. Si vous vous rendez compte que vous êtes lancé dans quelque chose qui aura a priori une part importante dans le roman, faites-le dans le corps principal de votre texte. Et si au contraire, si vous voulez tester une idée, vous dites ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça, peut-être que ce personnage secondaire, je pourrais en faire quelque chose de plus important. Là, vous faites une bifurcation, vous ouvrez un nouveau fichier et voilà.